Inexorablement, le bear market approche et le prochain va être extrêmement violent. Ça va pas être le petit bear market qu'on a connu durant 2022 et j'essaye de mettre le plus de monde au courant parce que ce qui va nous frapper est un bear market comme celui qu'on a pu connaître en 2007-2008. Alors je pense qu'en termes de violence, c'est-à-dire en termes de chute du prix, on aura la même chose, mais en termes de durée, je pense qu'on aura une durée légèrement plus petite du fait de l'intervention des banques centrales parce qu'elles ne vont pas avoir le choix que d'intervenir massivement pour sauver énormément de monde et on regarde ça tout de suite. Ce qui me permet de comparer le bear market qu'on va avoir à la suite 2007-2008, c'est qu'on a actuellement les mêmes causes qui vont le déclencher. 2022, tu te souviens, on était juste ici et le bear market a eu lieu pourquoi? Parce qu'il y a eu une hausse des taux des banques centrales pour combattre l'inflation. C'était un bear market qui était volontaire, enclenché par les banques centrales. Bref, un petit bear market qui a conduit à peine 24% de correction sur le marché action. Ici, on est sur le SP500 et qui a déclenché quand même un bear market de 80% sur Bitcoin et plus ou moins 90 à 95% sur toutes les altes. Ce que je vous annonce, c'est pas ceci. Ça va être plutôt cela, c'est-à-dire un plus gros bear market où le marché action traditionnel ne dit pas de 25%, mais de 56%, plus du double. Un gros truc qui embarque tout le monde dans une spirale démoniaque infernale. Donc qu'est-ce qui me permet de dire qu'on va avoir quelque chose de ce type-là? C'est toutes les données qu'on a actuellement. Et la première charte que j'aimerais te montrer, c'est cette charte ici. Cette charte ici, qu'on voit à peu près partout, énonce quels vont être les plus gros cycles, quels vont être les plus petits cycles. Et cette charte, là où elle fait sa popularité, c'est qu'elle a été créée il y a énormément de temps. Elle a été créée il y a quasiment 200 ans par un gars qui, globalement, arrivait à prédire quand est-ce qu'on allait avoir des mini-cycles. Les mini-cycles, ce sont ces petits cycles qui terminent à la ligne médiane de ce gros rectangle. Et les gros cycles, ce seraient ceux qui vont justement vers le plus haut du rectangle. Et les gros cycles baissiers, à l'inverse, ceux qui descendent le plus. À l'heure actuelle, d'après cette charte, on est par ici, avec un top justement qui serait en 2026 et un bear market qui devrait commencer. À mon avis, là où il y a un petit ajustement à faire, c'est que la personne n'avait pas encore compris. C'est que la personne qui a dessiné ça avait compris énormément de choses, et je vais t'expliquer ce que c'est, mais par contre, elle n'avait pas anticipé le changement du type d'économie dans laquelle on allait se trouver, économie qui a drastiquement changé depuis les années 2008, ça on l'a vu plein de fois. Donc à mon avis, on serait plutôt ici au niveau du bear market de folie qui nous attend, et qui nous amènera également le plus gros bull run à venir. Ce que la personne a pu anticiper et décrire, ce n'est plus ou moins qu'une seule chose, les cycles. Tu le connais, tu vois sur pas mal de chaînes YouTube, on parle de cycle de marché, on parle de cycle de liquidité, on parle de cycle immobilier, beaucoup moins mais on en parle quand même. Et en fait, il faut te dire que ces cycles de marché ont des durées qui sont différentes. Les bull runs, typiquement sur les marchés à risque, ce ne sont pas les bull runs comme ceux qu'on connaît sur la crypto. Ils durent beaucoup plus longtemps, généralement entre 5 et 8 ans, et ils peuvent même aller jusqu'à 11 ans. On sort drastiquement des cycles de 4 ans qu'on connaît et qui sont propres à la crypto mais qui vont changer également. Sur l'or, on est plutôt sur des cycles de 8 ans, sur le marché IMO, on est sur des cycles de quasiment 10 ans également, et ça change selon l'actif auquel on se réfère. Et si tu veux, il y a tous les X temps, un peu comme une éclipse solaire, il y a une éclipse des cycles de marché où les cycles de marché coïncident les uns avec les autres. Il y a des cycles de marché qui coïncident où d'un coup, tous les voyants sont ouverts, toutes les planètes sont alignées pour avoir un méga bull run, comme on en a globalement une fois tous les 20 ans, une fois tous les 15 ans. A l'inverse, quand les mauvaises planètes sont alignées, on a un bear market de folie qui vient tout plomber et reset tout le marché d'un coup. Et c'est exactement ce qu'on a devant nous. On a devant nous la pire des éclipses, comme celle de 2007-2008, mais celle qui suit sera la meilleure des éclipses pour le plus gros bull run de toute l'histoire, en tout cas sur la crypto-monnaie, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ici, on va regarder d'abord le cycle immobilier. Le cycle immobilier, comme le cycle de marché, tu connais les phases. Le cycle de marché, il y a d'abord une phase de contraction qui amène un bear market, puis une phase de recovery durant laquelle on prend des positions, la smart money prend des positions, ensuite une phase d'expansion, d'euphorie, on termine sur des paraboles partout, et ensuite on a de nouveau un bear market. Et bien sûr, le marché immobilier, c'est la même chose. On a des cycles de marché durant lesquels il y a de plus en plus de construction immobilière, on est en pleine expansion, on commence à avoir beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix de l'immobilier flambent, et ensuite tout se calme. On arrive sur le haut de la courbe, le haut du grand 8, et on commence à décliner vers cette fameuse phase 3 qui annonce le crash IMO. Et ce crash IMO se distingue de plusieurs manières. La première, c'est justement un manque de construction immobilière, un manque de demande et une offre qui devient énorme. C'est ce qu'on appelle ici par hyper supply, c'est-à-dire une hyper offre. Il y a beaucoup trop d'offres, pas assez d'acheteurs, et on commence gentiment à rentrer dans un scénario où les gens commencent à vendre leur baraque.
Ils vendent leur baraque parce qu'ils ont besoin de faire du cash. Et très généralement, ce cycle-là coïncide avec le cycle de la dette, c'est-à-dire le cycle durant lequel, dans le même haut du grand 8, on commence gentiment à avoir de moins en moins d'argent, à pouvoir moins dépenser, et tout ce qu'on avait acquis quand les temps étaient propices à une expansion économique, c'est-à-dire des crédits immobiliers, des crédits automobiles, crédits étudiants, crédits sur les cartes de crédit, et bien tout ça commence à coûter extrêmement cher, on n'a plus assez d'argent et on commence 1 à ne plus rembourser nos crédits, 2 à devoir vendre nos biens pour lever de l'argent parce qu'il ne nous reste plus assez de reste à vivre à la fin du mois. Et c'est comme ça que se traduit et commence une phase d'hyper-supply en termes immobiliers, parce que personne ne veut vendre sa maison, ça c'est une première chose, et les gens vendent leur maison parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent plus payer le crédit, ils doivent lever de l'argent, et c'est le bon moment pour vendre sa baraque. Sauf que, malheureusement, cycle de la dette privée fait que les gens n'ont plus assez d'argent et donc personne n'achète les baraques, en tout cas beaucoup moins de monde. Et donc on se retrouve avec beaucoup trop de maisons sur le marché, des crédits qui sont beaucoup moins payés, une économie qui globalement voit ce fait-là qui se produit sous ses yeux, des prix des actifs à risque qui commencent à baisser parce que les pros sentent la chose arriver et commencent à vendre leurs actions, vendre leurs ETF, vendre leurs cryptos et compagnie. Et ensuite on a quoi? On commence à voir les sociétés financières, les banques qui sont dans la panade parce que qui dit clients qui ne remboursent plus leur crédit, dit défaut de liquidité pour les banques, banques qui ne peuvent plus rembourser leur crédit non plus, et faillite bancaire. Ceci, on en parle très peu sur les réseaux, mais c'est exactement ce qui a mené au crash 2007-2008. 2007-2008, tout le monde se rappelle de ce qui a plongé vraiment le marché en ligne droite comme ça baissière, c'est la faillite de Lehman Brothers. Lehman Brothers, première banque énormissime à faire faillite à cause des crédits hypothécaires. Mais le marché baissier avait commencé depuis bien plus longtemps. Depuis octobre 2007, on était en marché baissier. Lehman Brothers, c'est septembre 2008, donc quasiment un an plus tard. Maintenant, tu seras d'accord avec moi qu'en voyant ce graphique, le marché baissier avait largement commencé. Il s'est accéléré à cause des faillites bancaires qui ont suivi inexorablement le crash immobilier. Et donc le crash immobilier a été d'abord la première source du méga bear market qu'on a eu durant toute cette période 2007-2009. Et donc ce sont ces conditions qu'il faut regarder, ce sont ces conditions qu'il faut évaluer pour voir si on a la même chose devant nous. Premièrement, on va parler du cycle de la dette. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit il y a à peine quelques minutes, c'est d'abord ce cycle de la dette, les défauts au niveau des paiements de crédit qui mettent la pression justement sur les gens pour revendre leurs biens immobiliers pour lever de l'argent. Et ce qu'on voit juste ici, c'est une map qui te montre le taux au niveau des défauts de paiement sur les crédits. Et on peut voir que ça commence gentiment à exploser, en tout cas au niveau des crédits sur les cartes de crédit justement. On commence également à monter bien comme il faut au niveau de l'immobilier commercial qui est la ligne rouge juste ici. Au niveau de l'immobilier privé, c'est la ligne verte juste ici. On a repris une tendance haussière depuis le bottom qui a été fait en 2018. Tu peux voir, on retrouve une tendance qui est haussière. Et on a également la ligne noire ici qui s'apparente justement aux zones résidentielles, les maisons style familial, où le bottom a été trouvé et on commence gentiment à reprendre une direction haussière. On est globalement ici, pile poil où on était juste là, avant la montée en puissance des défauts de crédit et ce qui a entraîné le marché dans une bulle spéculative, respectivement dans l'explosion de la bulle. Ce qui est assez intéressant quand on zoome au niveau des 90 derniers jours, on voit qu'il y a un autre type de crédit qui explose, la ligne brune juste ici, ce sont les prêts étudiants. Les prêts étudiants, pourquoi? Parce que forcément, sous Biden, il y a eu des reports et des reports et des reports des échéances de prêts des étudiants qui prolongent leurs études, continuer leurs études, et maintenant Trump demande à ce que ces prêts soient payés et globalement forcément les étudiants n'ont pas de quoi payer. Donc il y a des défauts de paiement en masse et en masse et en masse. On voit la ligne verte ici, crédit automobile, c'est la même chose, crédit de carte juste là, on voit que c'est une explosion énorme et gentiment mais sûrement on voit une reprise au niveau des hypothèques qui sont de moins en moins payées. Ce qui est intéressant, c'est également de constater au niveau commercial, vu que l'immobilier commercial était en perdition, voir au niveau commercial à quoi c'est dû. Et ici on a un graphique que je vous ai déjà montré qui représente le nombre de faillites d'entreprises aux États-Unis par trimestre. On peut voir qu'au niveau du Q3 2022, soit la fin du bear market, on était à 13 000 entreprises qui faisaient faillite et on n'a pas cessé de croître depuis. On a atteint l'apogée juste ici au Q1 2025 avec 23 000 entreprises qui ont fait faillite rien qu'aux États-Unis. Cumulativement, entre le Q3 2024 et le Q2 2025, c'est plus de 100 000 entreprises qui ont fait faillite, avec à la clé évidemment du chômage et l'arrêt de leur activité. Donc il y a de plus en plus de monde qui sont mis au chômage, il y a de plus en plus d'entreprises qui font faillite,
Et ça, c'est pas signe du tout d'une économie qui va continuer à être en expansion. On voit que ce chiffre a baissé légèrement il y a très peu de temps. Certes, il y a des entreprises qui se créent, mais il faut vous dire que parmi ces 100 000 entreprises en un an, beaucoup devaient avoir des crédits qu'elles ne pourront plus rembourser à cause de la faillite, et ça c'est un trou dans l'inventaire des banques. Ce qui est intéressant également pour voir qu'on a vraiment cette caractéristique des bear markets à cause d'une bulle immobilière qui se met en place, c'est de regarder le marché de l'immobilier, ce qui se passe. Est-ce qu'on a plus d'acheteurs, est-ce qu'on a plus de vendeurs? Et là on a une charte qui est très explicite. On a la ligne bleue qui représente les acheteurs versus la ligne rouge qui représente les vendeurs. Et ce qu'on voit, c'est que là, il y a un écart énorme qui se met en place avec des vendeurs qui excèdent largement les acheteurs. Et de nouveau, les acheteurs n'achètent pas de maison, pas parce qu'ils veulent s'acheter des jet skis, des terrains et autres, c'est parce qu'ils n'ont plus l'argent pour le faire. On le voit également en termes de pourcentage du reste à vivre qui est dépensé dans l'économie globale, il y a de moins en moins de reste à vivre pour les habitants et il y a de moins en moins de dépenses des consommateurs. Ce que je viens de vous dire, on le voit très facilement sur le site Trading Economics. Tu peux venir juste sur ce site, il y a toutes les datas vraiment au niveau US. Tu vas venir ici dans Consumer, consommateur, et tu vas descendre et regarder ici les personal savings. Et les personal savings, tu peux voir que depuis Covid, globalement, on est à 4,4% ici. C'est quasiment le niveau le plus bas, même depuis avant Covid. Avant Covid, tu peux voir qu'on était plutôt sur des 6,5, 6,6. Ici, on est sur du 4,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Américains reçoivent leur salaire, globalement, après avoir effectué toutes leurs dépenses, il leur reste 4,4% de leur salaire. C'est pas grand chose. Ça veut dire que pour 1000 $ reçus, il leur reste 44 $ à la fin du mois. Et on voit que depuis Covid, ça n'a cessé de baisser. Et là où il faut s'interroger, c'est pourquoi est-ce que, même après Covid, on ne retrouve pas ici, alors qu'on est en pleine phase d'expansion économique, on ne retrouve pas une moyenne qui était celle d'avant Covid, où on tournait beaucoup plus au niveau des 6%. On est à 4,4%, on a baissé de 25% en moyenne du reste à vivre par rapport à avant Covid. Si on dézoome et qu'on regarde de manière historique, on est sur des niveaux plus bas. Juste avant la crise des subprimes, si on regarde le plus bas qu'on a fait ici en 2022 et qu'on prend une moyenne, on est quasiment à des niveaux comme ceux de 2007, 2006, juste avant la crise des subprimes. Donc c'est quand même assez énorme. L'argent qui est mis de côté, ou en tout cas l'argent qui reste à vivre pour faire les dépenses, il n'est pas énorme. Et s'il n'est pas énorme, forcément les gens dépensent moins. Et s'ils dépensent moins, ils ont également moins d'argent pour payer leur crédit. Et ça se ressent honnêtement dans l'explosion de tous les taux de défaut de crédit qu'on a actuellement. Ça se ressent également sur ce genre de chart où on voit qu'effectivement les gens n'ont juste pas assez pour pouvoir acheter des maisons. Et on a les vendeurs qui sont bloqués parce qu'ils veulent vendre leur maison, parce qu'eux aussi n'ont plus assez d'argent. Et globalement, ce qui va suivre, c'est quoi? C'est une baisse énorme des prix au niveau immobilier, ce qui sera une occasion pour tous ceux qui ont beaucoup d'argent de côté durant la prochaine crise de pouvoir acheter de l'IMO, mais ça je ferai une vidéo directement dessus parce que c'est assez spécifique. Mais globalement, ce qui nous pend au nez, c'est exactement ceci, dans le même ordre. C'est d'abord un crash IMO à cause du manque de liquidité des gens, et globalement, à cause de ce crash IMO, il y a quoi? Il y a tout l'immobilier commercial, les crédits qui ne sont pas remboursés, les crédits personnels qui ne sont pas remboursés, avec en tête de liste droit derrière les candidats à la faillite, que sont les banques, d'abord régionales, ensuite nationales, et une banque centrale, la Fed, qui n'aura pas le choix que d'intervenir. Mais malgré cette intervention, on aura, comme ici, une chute drastique du marché, parce que de nouveau le marché réagit avec excès. Et en 2008, on a eu une baisse des taux qui a été quasiment immédiate, mais le bear market a quand même continué. Si on affiche les taux directeurs de la Fed ici en ligne violette, tu peux voir que les taux ont commencé à baisser directement juste avant le top, qu'on a commencé à baisser drastiquement les taux dès le début du bear market, mais que cela n'a pas suffi. Les taux ont baissé vraiment drastiquement de 4,5 points à quasiment 1,98 points, ce qui est énormissime. En très peu de temps, le marché s'est quand même pris la plus grosse claque de sa vie. Les taux ont été descendus à zéro et globalement, même après avoir descendu les taux à zéro, il a fallu attendre de décembre 2008 jusqu'à globalement juin 2009, juillet 2009, avant de réenclencher une inversion de structure et un marché aussi qui a pu redémarrer. Donc il a quand même fallu attendre, malgré des taux à 0%, il a quand même fallu attendre 8-9 mois. Donc c'est pas rien. Un marché baissier, une baisse des taux ne vient pas contrecarrer directement l'arrivée d'un marché baissier. C'est exactement le narratif qu'on a ici, même si on a commencé chez nous à baisser les taux depuis septembre 2024. Donc on peut voir que malgré une hausse du marché, les taux baissent, et même si ces taux baissent, si le marché doit chuter, rien ne pourra l'empêcher de chuter. Donc ça, c'est un petit disclaimer déjà pour tous ceux qui commencent à dire on doit avoir une baisse des taux, 2 baisses des taux, 3 baisses des taux, peu importe. Si on a une crise du crédit, si on a une crise de l'IMO et une crise bancaire,
tout ça qui s'aligne ensemble, peu importe que la Fed baisse ses taux à 0%. On se prendra le bear market de manière extrêmement violente dans la tronche. Et c'est exactement ce qui va arriver. Et ça doit arriver. Ça doit arriver pour réenclencher le plus gros bull run qu'on va avoir. Parce que de nouveau, si le cycle immobilier, le cycle de la dette, le cycle des liquidités, le cycle de marché s'alignent pour nous avoir un bear market de folie, eh bien il s'aligne également pour la suite. Et la suite sera épique. Maintenant, le tout, c'est de ne pas tout perdre là-dessus, d'être vraiment vigilant et de pouvoir retirer tous ces gains avant que ceci arrive pour pouvoir se positionner quand cela va arriver. Et sur la crypto, je peux vous assurer que ça va être démentiel et je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. Dernière charte que je vous montre et qui est assez importante, c'est la relation entre le reste à vivre, les 4,4% que je vous ai montré avant, qui sont justement l'argent qu'il reste après avoir déduit les charges du salaire, et ceci mis en relation justement avec l'argent qui doit être placé au niveau de l'hypothèque. Et ce qu'on peut voir, c'est que juste avant la crise des subprimes, on est monté drastiquement. Pourquoi? Parce que, de nouveau, l'argent disponible des gens baissait et en contrepartie, le reste à vivre versus l'argent qui devait être dépensé au niveau de leur hypothèque n'a fait que grandir et on a atteint un ratio monumental ici en 2007, directement de quasiment 8,71%, voire même 9%. À l'heure actuelle, certes, on en est encore loin, on est à 5,8%, mais ce qu'il faut remarquer et ce qui n'est pas bon, c'est justement la reprise haussière de la courbe. On voit qu'on a fait un bottom et là, on est clairement en train de monter, de monter, de monter. Ça peut s'accélérer extrêmement vite, ce qu'on ne voudra pas voir. Mais en tout cas, on n'est pas dans le bon sens. On va pas dans le bon sens. Et ce qui se profile devant nous, c'est vraiment un scénario qui est pas bon du tout. Un méga bear market, comme vous n'en avez jamais connu depuis 2008. Donc on va se tenir à jour par rapport à ces données. N'oubliez pas qu'après chaque ouragan qui passe, globalement, il y a du beau temps pendant très longtemps. Et ça va enclencher un bull run de taré. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo de vendredi. C'est à trade. Bonne journée. Bye bye.